Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Grève des enseignants, faut-il s'attendre à une année blanche? Cette année, Soumana Koulibaly, membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Djoukamadi Sissoko, membre de l'association des parents d'élèves, Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, et Dr Ali Tunkara, sociologue, sont nos invités. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent à travers le Facebook Live. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons commencer d'abord par cette réaction des élèves que nous avons recueillis cet après-midi qui réagissent sur cet arrêt de cours. Le mieux est que cette grève s'arrête pour que nous puissions tous exaucer nos vœux, nos rêves dans ces pays. Sinon les grèves, ça ralentit le pays. Voilà. Notre avenir est en jeu et puis nos parents payent le transport pour qu'on vienne étudier. Et on n'étudie pas et puis on rentre à la maison, c'est pas bien du tout. La grève, d'une manière générale, ça nous terrorise parce que tout le monde n'a pas de moyens. Pour ceux qui ont les moyens, eux, ils peuvent faire des cours privés. Vraiment, je ne suis pas contente du tout parce qu'on n'a pas fait beaucoup de leçons et puis l'année est menacée. Brièvement, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que l'école, c'est l'avenir des enfants. Vous êtes membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la grève? Merci Touré. Et encore une fois de plus, nous allons vous remercier pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer par rapport à nos préoccupations. Et depuis le 19 février, les négociations n'ont plus repris. Et nous avons estimé quand même que, alors, du point de vue texte en République du Mali, il n'y a pas de texte qui impose à un syndicat de lever son mot d'ordre tant qu'un certain nombre de satisfecits n'est pas atteint. Et c'est pour cette raison que nous avons des points importants, notamment l'accès des fonctionnaires des collectivités au service de l'État. C'est un problème d'achoppement, un problème réel, qui fait même qu'aujourd'hui, à l'éducation, il y a un blocage à certains niveaux. Et raison pour laquelle nous avons pris le devant sur l'administration pour demander à ce que ce point-là soit réfléchi dans un cadre bien concerté. Mais malheureusement, notre demande n'a pas eu de solution. Ensuite, la prime de logement. Nous l'avons demandé parce que nous estimons, vu l'évolution des tendances économiques et surtout le fait que le franc CFA doit subir certaines situations, nous avons jugé nécessaire toujours là de prendre le devant sur l'administration pour demander à l'administration en tout cas de donner une rubrique de prime de logement. Nous n'avions pas dégagé de délai pour cela. Pas pour cette année ou quelque année que ce soit. Nous, notre objectif, que le principe soit acquis et que dans les années à venir, qu'on puisse trouver un moyen et un cadre d'application pour les enseignants. Ensuite, il y a le point sur les examens et concours en République du Mali. Nous savions qu'il y a un décret qui gère de façon globale les examens et concours, mais il y a aussi des réalités spécifiques. Par exemple, si vous prenez les concours d'entrée à l'ENA, tout le monde sait que les copies ne sont pas là-bas corrigées au même prix qu'au niveau de l'éducation. Donc pourquoi ne pas trouver un mécanisme spécifique à l'éducation pour permettre aux enseignants aussi d'être motivés? Parce que nous avons constaté que pendant les examens, les gens ne surveillent pas, les gens ne corrigent pas. Et le plus souvent, c'est qui dit mieux vaut à l'administration. Et ça, c'est très grave. Pour un peu moraliser ce secteur, nous avons jugé nécessaire que le décret soit relu dans ces articles. C'est vrai, évidemment, il y a une dimension financière là-dedans, mais la dimension protection administrative est très importante qu'il ne faudrait pas omettre. Donc ce sont là les quelques points qui sont des points de blocage, raison pour laquelle la grève est maintenue avec la rétention des notes. Voilà un peu l'état de ce que nous avions à notre disposition pour le moment. Djoukamadi Sissoko, vous êtes membre des parents d'élèves, vous avez écouté tout de suite vos enfants, vous avez écouté également la réaction des enseignants. Quelle est la vôtre? D'abord, moi, je vous adresse mes remerciements pour tout ce que vous faites pour l'école et également à vos téléspectateurs. Mais je suis un peu, en tant que parent d'élève, je suis un peu triste. Triste n'est même pas le juste mot, mais je peux m'en contenter. Et je trouve quand même que le mot syndicalisme est galvaudé par nos syndicats actuels. Parce qu'un syndicat, ce n'est pas un juste boutiste, ce n'est pas du radicalisme.
c'est tout à fait normal qu'un travailleur adresse un préavis de grève s'il veut aller en grève pour des doléances sollicitées et même d'aller après négociation. Je peux comprendre ça. Mais pratiquement ça fait 2 mois, parce que je vous informe d'abord que je suis membre de la commission de médiation et cette saga-là dure maintenant depuis bientôt 2 mois. Et je suis vraiment confus et je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que nos jeunes gens veulent en fait. Vous avez posé des points de préavis, dans votre préavis. 10 points. Voilà les 10 points ici. Le premier jour, nous sommes convenus au moins sur 5 à 6 points. Et ils n'ont pas voulu reprendre les cours, ils sont partis encore en grève. Nous sommes revenus encore une deuxième fois. On a réussi à faire admettre au moins 5 ou 6 points. Ils avaient posé des conditions, ils ont dit que si l'État vraiment faisait un effort, et que même les 2 restants, là, les 2 points qui restent là, le 8 et le 10, qu'ils allaient même sursoir à tout cela et puis aller en classe. Bon, malheureusement, c'était un problème qu'on ne pouvait pas régler si tôt parce qu'il y avait 3 départements qui devaient en parler. L'éducation, la collectivité territoriale et puis l'emploi. On leur a dit que nous allons maintenant mettre quelque chose en place, la commission de médiation à l'époque, dirigée par M. Ishaka Traoré de l'UNTM, un ancien syndicaliste de l'UNTM qui a vraiment mené de main de mettre ces négociations-là. Alors nous sommes tombés d'accord qu'on leur a proposé de nous laisser le choix à nous, membres de la commission de conciliation, d'aller rencontrer les ministres là, afin que même s'il fallait voir même le Premier ministre maintenant pour qu'il puisse vraiment donner son aval quant aux 2 points qui restaient et qu'on allait vraiment nous employer à faire ça. À notre grande surprise, ils sont venus, ils ont dit que non, d'ailleurs, bon, ils n'acceptent pas et que la porte est ouverte. La 3e fois encore quand nous sommes venus, ils ont dit, parce qu'il y a eu entre-temps maintenant, il y a eu entente entre l'UNTM et le gouvernement à propos de la grève de l'UNTM. Je ne sais pas si c'est ce qui les a galvanisés. Ils sont venus, ils ont dit, bon, d'ailleurs, tout ça là, bon, nous ne considérons plus parce qu'ils nous ont envoyé, un texto au président de la commission pour lui dire, désormais, nous ne voulons même plus de ce que nous avons accepté avec vous, nous voulons maintenant le tout ou rien. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, ce que j'ai dit aux syndicalistes, nous, parents d'élèves, nous sommes d'accord avec eux. Nous les suivrons partout. Mais on ne peut pas comprendre qu'on veut d'une chose aujourd'hui et son contraire demain matin. Vraiment, ce n'est pas assez sage. Mais qu'à cela ne tienne, si on arrive quand même à avoir tout ça, le syndicalisme, quand tu viens, quand tu lances un peu à rigoler, tu réclames des points, quand vous obtenez à peu près 50% ou bien même 40%, je crois que si on est vraiment un peu, on sait vraiment pourquoi on mène cette grève-là, on peut revenir à un sentiment meilleur pour essayer de voir les intérêts des enfants. Ok, Koumba Yarissi, que pensez-vous de cette situation? Quoi en penser? Les parents, les enseignants ont-ils raison de persister, comme le dit tout de suite Diogamadi Sissoko? C'est comme si vous me demandiez si les citoyens, quels qu'ils soient, et là où ils soient, ont le droit de détruire leur pays. Parce que quand on veut détruire un pays, on ne s'y prend pas autrement. Hein. On a vu avec les plans d'ajustement structurel. Le sociologue est là, il sait ce qui s'est passé. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on en est là? Parce que je crois que les formations des enseignants, les enseignants n'ont pas été formés de telle manière qu'ils sachent que... Parce qu'ils se disent tous les jours importants, d'accord. Mais est-ce que c'est eux qui sont importants? C'est l'éducation, la nation, les enfants. Moi, je n'ai pas compris. Parce qu'avant, les gens étaient payés à combien? Les profs de l'école normale supérieure, ils ne trouvaient pas de maison à louer au Mali. Hein? C'est pourquoi beaucoup sont partis. Parce que non seulement on était déconsidérés, on était pauvres comme job,
Et quoi dire de plus? Et si j'écoute bien le syndicaliste, c'est quand même extraordinaire. Il faut qu'on se dise certaines vérités, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, parce que le syndicalisme, c'est la société civile. Le syndicat, c'est la société civile. Ce n'est pas le parti politique, hein, ce n'est pas un parti politique. Mais n'ont-ils pas le droit de réclamer leur... Non, ils ont le droit de réclamer, mais quand, par exemple, ils parlent des corrections en ce qui concerne l'ENA. L'ENA, c'est les maîtrisards ou ceux qui ont le master ou même le doctorat qui passent le concours d'entrée à l'ENA. Ça, c'est... si ce n'est pas le sommet, en tout cas... High quality. Voilà. Bon, ceux qui corrigent des copies de bac ou du DEF, quand vous pensez être traité comme, c'est ce que j'ai compris, c'est ma compréhension en tout cas. Moi, je crois qu'il faut éviter certaines choses. Il faut éviter qu'on revienne aux fondamentaux. Depuis, moi j'ai été 3 ans et demi chargé de mission. Je crois que les syndicats, ils font fausse route. Il faut qu'on se le dise. Parce que finalement, on n'a pas affaire à des régimes. Les régimes passent. Mais les autorités n'ont-elles pas leur part? Les autorités, ce sont les autorités qui ont failli. Ce sont les autorités qui ont failli. Le Forum sur l'éducation en 2008 a fait des recommandations fortes. Créer un centre où on forme des inspecteurs. Créer un centre où on va former des conseillers pédagogiques, où on va former des directeurs. Chacun saura quelle est sa tâche. Ça ne s'est jamais fait. Là, quand vous demandez aux enseignants de faire de suivre des formations continues, ils refusent. Ou alors ils réclament le per diem. L'argent est important. Le mouvement démocratique, la seule chose que le mouvement démocratique a réussi, c'est de rendre l'argent roi. L'argent est au centre de tout et les enseignants ne veulent pas s'en faire compter. Depuis 92, c'est ça la vérité. Et si on continue sur cette lancée, je crois que demain, chacun de nous sera jugé par le tribunal de l'histoire. Ils ont des revendications, même si les revendications sont lucides. Même si ces gens-là sont lucides, il ne faut pas quand même demander. Même en médecine, on ne demande pas le tout ou rien. Un chirurgien, il opère, on peut mourir. Hein? Mais vous ne pouvez pas te demander le ciel en un jour. Alors, docteur Ali Tunkara, il y a certains des élèves qui ont réagi tout de suite, qui disent que l'école malienne est aujourd'hui menacée. Est-ce le cas? Ouais, je pense que la menace, elle est quand même sérieuse au regard de ces grèves intempestives faites soit par les enseignants, soit par les élèves et même parfois aussi qui sont dans la rue. Mais je pense fondamentalement, cette récurrence questionne en toute sincérité la gouvernance même de l'éducation de façon générale. C'est vrai que je reconnais en toute légitimité que les différentes demandes formulées par les syndicats me paraissent tout à fait légitimes, ces demandes. Mais dans le même temps, je pense que ce qui bloque, à mon avis, c'est la question de la transparence. Fondamentalement, le syndicat a la ferme conviction que sa hiérarchie serait dans des pratiques qui ne seraient pas tout exemplaires. Comment allez-vous demander à un enseignant, quand même, qui est l'acteur le plus important dans le système, de se contenter du minimum ou du minima, du moment où, effectivement, je ne suis pas contre le conseil pédagogique ou tout le département de tutelle, mais le personnel de ces différents départements en charge des questions éducatives, quand même, serait dans des conditions beaucoup plus décentes. Je pense fondamentalement, les perceptions que les différents acteurs ont du métier d'enseignant dans le contexte malien font qu'aujourd'hui, quand vous regardez les enseignants du primaire jusqu'au secondaire, vous avez quand même cette impression de voir des êtres à la ligne qui seraient sur la touche, tant du point de vue économique, quand même l'estime sociale. Vous voyez, quand vous demandez aux différents demandeurs d'emploi, que chercherez-vous à exercer en termes d'activité, beaucoup ont l'enseignement comme un métier d'échappatoire. Donc c'est pour vous dire à combien c'est la société elle-même qui a un souci avec le métier en tant que tel. Au-delà de cette perception qui rythmerait le quotidien des populations, moi je crois fondamentalement que l'élite éducative, elle a quand même des responsabilités à cet effet. En ce sens que vous prenez les différents départements ministériels, l'éducation des bases et l'enseignement supérieur, vous allez vous rendre compte quand même que
l'argent alloué au fonctionnement de ces différents départements, le montant aussi alloué justement au salaire des anciens, et il y a quand même des écarts qui me paraissent importants. Je pense fondamentalement, c'est que cherchent les enseignants, ils veulent réduire les fossés. Je suis quand même d'accord que chacun d'entre nous nourrit d'ambition. Quand les ambitions sont claires, sont lisibles, naturellement, les deux acteurs en présence peuvent s'entendre. Mais vous ne pouvez pas demander à un acteur aussi important qui est l'enseignant de se contenter. Dans le même temps, vous vivez justement dans des conditions aussi décentes. Je pense que tout l'enjeu, il est là. En fait, c'est pas parce que sommes-nous dans un pays pauvre, c'est pas parce qu'il y a l'insécurité qui sévit dans le centre ainsi que dans les régions dites nord du pays que effectivement les avoirs de l'État seraient limités afin d'apporter des solutions durables aux revendications du syndicat, notamment de l'enseignement secondaire fondamental. Mais fondamentalement, c'est cette question de lisibilité, parce que beaucoup de ces corps, notamment d'enseignants, pensent que ceux-là qui leur demandent de se contenter, et même ils ne font pas d'efforts, et même ils ne font pas de sacrifices, ils veulent qu'effectivement que les enseignants se contentent, que les enseignants fassent des privations et des sacrifices afin de sauver la nation. S'il y a lieu de sauver la nation, naturellement, l'effort il doit être justement consensuel, l'effort il doit être réparti, mais fondamentalement aujourd'hui, l'effort il n'est pas. Vous regardez le magistrat, vous regardez les autres corps, même de l'administration publique, les comparer aux enseignants, naturellement, le fossé il est quand même là, en toute objectivité. Donc je pense qu'il faut qu'on ait le courage de questionner ces différents écarts entre les différentes corporations, en toute objectivité, sans succomber au charme du politique ou au charme d'une société civile qui serait un peu désengagée, à mon avis, vis-à-vis de cette débâcle à laquelle l'éducation malienne fait l'objet depuis depuis quand même des décennies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont quand même des problèmes qui ont quand même débuté avec le président Moussa Traoré, lesquels problèmes tous les régimes successifs peinent à apporter des solutions durables. Nous ne faisons que déplacer les centres de gravité. Vous allez vous rendre compte que, bon, on va filer quelques billets de CFA à certains syndicalistes qui ne seraient pas orthodoxes vis-à-vis du corps. Bon, et puis, le problème il est déplacé, mais il n'est pas résolu. C'est là il faut quand même le rappeler aussi. Il y a quand même pas mal de localités aujourd'hui qui sont privées d'éducation pour des raisons liées à l'insécurité, qu'on en parle peu. Dans le même temps, aujourd'hui, ce qui sont les vrais acteurs qui subissent ces grèves intempestives, ce sont naturellement les enfants que je qualifierais de bas peuple. Enfin, là, on sait pertinemment que l'élite éducative, ces enfants étudieraient dans des établissements qui seraient même épargnés à ces grèves intempestives. Alors, M. Soumana Coulibaly, M. Djougamadi Sissoko et Koumba Yarissi pensent que vous en faites trop. Non, c'est leur perception de la chose. Moi, je respecte leur point de vue. Mais c'est très loin de la réalité. Parce que si vous prenez notre groupe là, c'était un groupe de 8 syndicats. Et quand on fait un peu l'histoire, je n'ai pas suffisamment de temps, ce groupe-là a été conçu à partir d'une prise de conscience des conditions de vie des enseignants et des malaises que vivent le système éducatif, surtout au niveau primaire et au niveau secondaire. Et le groupe réfléchit beaucoup, contrairement à ce qu'ils pensent de notre groupe. Nous trouvons que nous sommes assez responsables pour comprendre les choses. Au contraire, le mot radicalisme qu'il utilise, nous sommes loin des radicaux. Sinon, on aurait dû prendre des armes contre l'État. On ne l'a pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Il y a les gens ont pris des armes, ils ont brûlé les drapeaux maliens, ils ont été pardonnés pour ça. Je ne veux pas sortir du débat. Mais ce qui est sûr, dans notre cas présent, nous avions démarché l'administration depuis septembre. Et je vous rappelle que c'est la suite logique d'un combat de l'année passée. Nous avons eu notre statut l'année passée. Il devait y avoir des accessoires administratifs pour accompagner le statut des enseignants. Mais cela n'a pas été fait. L'administration n'a pas joué son rôle administratif. Et alors, il va de soi. Nous qui sommes les acteurs principaux, nous sommes interpellés. C'est pour cette raison que le groupe a commencé à réfléchir depuis juillet. En août, on a fait des réunions. En septembre, nous avons tenu des réunions. Et en octobre, nous avons formulé une demande d'audience auprès du ministre pour lui soumettre notre cahier de doléances afin qu'on puisse examiner ensemble. Mais malheureusement, nous avons été négligés. Nous avons reformulé la demande le 30, on a été reçus. Mais malheureusement pour nous, le ministre n'a fait que 5 minutes et il est parti. Et alors, après, on a été obligé d'introduire les préavis des grèves. Et même avant qu'on s'engage dans les mouvements de grève, nous avons tenu des conférences de presse. Vous-même, vous avez été conviés à cela. Donc, cela prouve à suffisance que notre démarche, c'est une démarche pédagogique. Nous n'avions pas voulu agir dans le cadre du jusqu'au-boutisme. Même les points de blocage
qui font aujourd'hui que les mots l'auraient maintenu. Mais c'est parce que quelque part, même là où l'État a pris l'engagement sur les points, ces points n'ont pas été exécutés. Je prends l'exemple, par exemple, sur l'adoption du plan de carrière au niveau fondamental et secondaire. Mais il avait été convenu depuis décembre que pendant les négociations, les doyens là, ils pourraient le témoigner et que le gouvernement s'engage à rendre disponible le plan de carrière d'ici le 17 février passé. Mais cela n'a pas été fait. La régularisation de la situation administrative des sortants de une nouvelle formule aussi. Là aussi, ce n'est pas fait. Nous sommes à terme échu. Et en plus de cela, le gouvernement avait pris l'engagement d'écrire aux différents directeurs d'académie et de DECA pour qu'ils puissent prendre des dispositions afin que le décret 001 soit appliqué à un autre point d'accord. Donc, vous voyez, 3 points d'accord qui n'ont pas eu d'épilogue. Et parmi ces 3 points d'accord, je vous rappelle encore une fois de plus que ces 3 points ont fait l'accord d'accord dans les grèves précédentes en 2017, en 2018. Mais malheureusement, ça n'a jamais été appliqué. Le plan des carrières a fait l'objet d'accord depuis 2015. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas appliqué parce que simplement, ça n'arrange pas les hommes politiques. Donc, s'il y a des radicalismes là-dedans, c'est plutôt l'administration qui entretient une situation qui, alors, maintient les syndicalismes dans une situation, dans une dynamique, et bien sûr, qui fait que la situation est là. Mais nous avions toujours dit, notre objectif, c'est de faire de l'éducation un système éducatif, en tout cas, envié par l'ensemble du monde. C'est cela notre objectif. Et ce à quoi Madame a fait allusion, la formation des enseignants. Nous avions plusieurs fois sollicité l'administration pour ça, mais on nous a toujours opposé le coût financier par rapport à ça. Et Madame le ministre de la fonction publique a eu le courage de tenir sur les ondes de la radio et de l'ORTM comme quoi que notre effectif est un problème. Mais nous lui avons répondu comme quoi que s'il y a 55 000 enseignants au Mali que l'État ne peut pas entretenir, que l'État élimine la moitié et qu'il les tue, et après on va voir si on peut trouver une condition par rapport à ça. Donc nous pensons que ce ne sont pas nous qui sommes les radicaux, c'est plutôt les administrateurs, par leur maladresse, n'arrivent pas à proposer de solutions aux problèmes réels de l'éducation, raison pour laquelle nous sommes dans ce blocage-là. Et si on continue, mais la société civile, les doyens d'âge qui doivent donner des pistes de sortie vont enfoncer des clous. Et quand est-ce qu'on pourra s'en sortir? C'est là l'interrogation. C'est la grande interrogation. Diogamadi Sissoko, vous êtes membre de l'association des parents d'élèves et également membre de la commission de médiation. Est-ce que l'État malien envisage de régler cette situation? Mais absolument. Comment? Absolument, parce que la dernière rencontre que nous avons eue au ministère de l'Éducation nationale, là-bas, Madame Rakitala était là-bas, et je vous assure que vraiment, elle a mis les gens dans les conditions d'acceptation. Moi, je ne reproche pas aux enseignants d'aller en grève. Ils ont un petit quelque chose qui les retient encore un peu parce qu'ils s'assignent de l'ostracisme à leur niveau, comme si les gens les rejetaient ou bien comme si les gens étaient les moins prévalus. C'est ce que moi je déplore. L'enseignant, on ne peut pas me montrer dans ce pays-là quelle est la ressource la plus sûre dans ce pays-là, c'est pas l'enseignant. Moi, je n'en vois pas. Sont-ils dans de bonnes conditions? Mais ça dit qu'ils sont dans des conditions aujourd'hui que les autres n'avaient pas avant. Le syndicalisme, c'est ça. Il faut négocier. Il y a des accords sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Mais est-ce que les autres secteurs également n'ont pas évolué dans leur domaine? Bon, maintenant, si vous m'écoutez, vous allez savoir beaucoup de choses. Moi, je dis que l'enseignement est un secteur à part. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'environnement, qui sont dans les collectivités territoriales. Et leur demande à eux, on a trouvé que c'était un peu trop exhaustif. On a dit vraiment de savoir raison garder afin que on améliore encore les salaires et les conditions. Le ministre l'a dit l'autre jour. Et moi, je vais vous tenir. Regardez ici. Vous avez ici la prime de documentation. C'est moi, Diogamadi, qui ai dit à la commission ce jour-là. Allons voir le ministre pour que vraiment cette histoire-là, ce n'est pas normal que les enseignants aillent à l'école sans avoir perçu au moins des bécules pour ça. Et Sciences Tenante, nous avons amendé, nous avons envoyé, nous avons dit au conseil à présent d'aller voir le ministre pour lui en parler. Et c'est comme ça que vraiment on a accordé. Le ministre est venu, il a accordé, il a dit bon, on va leur donner 50 000 francs à la hiérarchie A et ainsi de suite. Maintenant, ils ont réclamé encore de faire une majoration. On est tombé maintenant d'accord sur 60 000 francs pour le A, B2 40 000 francs, B1 25 000 francs et C 15 000 francs. Précisé par an.
Mais c'est par an, justement, par dit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais en fait, ce sont des primes d'ailleurs. Quand nous, on sait qu'on raconte ça seulement pour au moins les remplir un peu. Monsieur Sissoko, oui? Est-ce que les enseignants méritent ce qu'ils demandent? Mais ils le méritent. Ils le méritent. Pourquoi on ne leur donne pas? Parce qu'actuellement, les ressources sont telles que le ministre a dit l'autre jour devant tout le monde. Elle a dit, attention, actuellement, nous sommes seulement limités au salaire. Bon, si nous voulons maintenant accepter tout ce, agréer tout ce que vous voulez maintenant, nous allons ou vers la banqueroute ou bien vers je ne sais pas quoi encore. Donc nous avons dit, sachons raison garder. Ils sont donc vous comprenez la position du ministère? Mais je comprends la position du ministère. Mais vous ne les dédouane pas aussi. Vous ne comprenez pas la position des enseignants? Je ne les dédouane pas. J'ai dit que tous ces problèmes-là, c'est la faute du gouvernement même. Parce que pourquoi? Ils ont accordé des statuts par-ci, des statuts par-là, du n'importe quoi. Et ces enseignants-là, maintenant, pensent que eux, ils sont les moins valus. C'est ce que moi, je n'accepte pas. J'ai dit, le gouvernement a ses torts. Et les enseignants aussi, il faut qu'ils sachent les raisons garder. Nous sommes de la société civile, les parents d'élèves. Eux-mêmes, ils sont parents d'élèves. Nous parlons au niveau des enfants. Nous avons dit, attention, ce que vous recherchez actuellement, ça risque de compromettre l'avenir de nos enfants. Même dans la guerre, il y a des règles. Nous avons dit maintenant, attention, ne pas tirer sur des ambulances. Parce que pourquoi? Les enfants, ce sont les ambulances, en fait. Parce que les cibles véritables qu'ils visent là, ils pensent viser le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas ça, c'est pas le souci du gouvernement. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que ce gouvernement-là même veut vraiment d'une école, vraiment d'une bonne école? Mais attention, attendez, je n'en veux pas aux enseignants. J'ai dit tout simplement, nous, les parents d'élèves, mettons-nous ensemble avec vous pour dire au gouvernement les désidératas de ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est une sage solution. Et nous avons dit, attention, ne compromettez surtout pas l'avenir des enfants. C'est ce qui nous inquiète. D'abord, eux, ils ont eu des formations bâclées, un peu. Et encore, nous allons maintenant aller encore descendre. Et maintenant, ceux qui vont venir après, ils vont dire comment. C'est les enseignants d'avant qui ont déjà bâclé leur formation. On a fait plus de 100 000 et quelques élèves au DEF. Et ça fait maintenant plus de 3 mois qu'ils n'ont pas eu cours. Comment ça va se terminer cette histoire-là? Où est-ce qu'on va les mettre? Et la plupart vont être renvoyés cette année. Parce qu'ils n'ont pas eu, non seulement les temps d'études ne sont pas encore arrivés à tout. Moi, je ne dis pas que même ce que le monsieur comment il s'appelle, Docteur Ali Tunkara. Le docteur a dit, je suis d'accord avec lui. Mais en fait, non. Ne sommes pas de faire semblant comme si les enseignants étaient vraiment des veufs éplorés et inconsolables. Ils ont quand même eu des augmentations. Et nous allons continuer à œuvrer comme ça afin qu'ils aient entière satisfaction avec les parents d'élèves. Nous leur promettons ça et nous nous engageons à le faire. Nous allons voir qui de droit pour que vraiment on en arrive là. À satisfaire leurs besoins. Parce que maintenant, quand nous allons vers une haleine blanche maintenant, comme vous l'avez dit au départ, mais ça va arranger qui? Mais ça n'arrange pas nos enfants surtout. Mais moi, un membre du gouvernement ou bien le président de la République, mais est-ce qu'il a un enfant maintenant à l'école? Il s'est dit qu'il est soucieux du sort de nos enfants. Il a même décrété cette année comme année du machin des enfants. Mais voyez où est-ce qu'on en est? Nous avons dit maintenant à nos petits frères, à nos cadets, de faire attention de ne pas faire l'amalgame entre ces gestions-là. Ils ont dit même que non, le gouvernement a été remettre 50 millions aux religieux. Mais Madame le ministre a dit, attention, ça ce sont des amalgames que vraiment je n'aimerais pas qu'on en vienne là. Non, moi je vais vous dire une chose. D'accord, je vais vous redonner la parole tout de suite. Docteur Ali Tunkara, la principale question qui est posée sur les réseaux sociaux par rapport à ce thème du débat, c'est pourquoi l'Assemblée nationale ne réagit pas comme elle l'a fait avec le cas du collège Horizon? Voilà, l'attitude de l'Assemblée vis-à-vis du collège est un témoignage éloquent que l'élite politique, enfin l'élite éducative et même politique serait en déphasage avec les populations vulnérables qui sont majoritaires dans le contexte malien. Effectivement, pour la fermeture d'une seule école, c'est quand même important de le rappeler, toute l'Assemblée s'était ébranlée. Donc c'est pour vous dire à combien sommes-nous dans un traitement parcellaire et partial des populations. Comment voulez-vous que dans un pays aussi qui traite ses citoyens à géométrie variable, que les gens fassent confiance à l'élite politique? Je pense fondamentalement, je le disais,
l'entame de mes propos qu'effectivement, il peut y avoir naturellement des excès chez les syndicats. Mais dans le même temps, si le blocage a une explication simple, celle-ci serait justement la question de transparence. Concrètement, je suis de l'enseignement supérieur. Quand vous parcourez nos différents établissements à caractère public, de regarder quels sont les sujets qui fréquentent ces différents établissements, et naturellement, vous allez vous demander si toutefois, sommes-nous pas dans deux Mali avec des systèmes éducatifs différents. Donc je pense fondamentalement, je comprends aisément M. Sissoko, le fait qu'il dit clairement qu'effectivement, ce sont ces mêmes pauvres-là qui seraient les premières victimes de ces grèves intempestives. Cela est indéniable. Mais dans le même temps, lorsqu'on a un mandat, un député, on a quand même l'obligation de sentir, ne serait-ce que de faire semblant, de sentir quand même ce que vivent les populations, notamment vulnérables. Mais franchement, dans le contexte malien, on s'aperçoit que les différents élus, qu'ils soient de la municipalité ou même de l'Assemblée, sont très peu soucieux naturellement de ce qui se passe dans nos établissements à caractère public. Dans le même temps, il faut quand même aussi s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les différents gouvernements prennent des engagements ça et là, mais lesquels gouvernements peinent justement à les honorer? Je pense que quand vous écoutez les syndicalistes, il est quand même revenu sur un certain nombre de points qui ont fait l'objet d'accords avec les différents corps des syndicats de l'enseignement secondaire et fondamental, mais lesquels points aujourd'hui ne sont pas tout effectifs. Donc je pense que lorsqu'il y a une telle crise de confiance entre syndicats et État, naturellement, les sentiments qui animeraient les différentes parties seraient un sentiment de suspicion, serait un sentiment justement même de méfiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement important. J'aurais bien aimé qu'on croise l'enfant des ministres de l'Éducation dans nos enseignements, ça va être sympa. J'aurais bien aimé qu'on croise les enfants des débutés dans nos établissements à caractère public, de la même manière également au niveau supérieur, on n'en parle pas. Et beaucoup d'établissements à caractère supérieur aujourd'hui sont en grève il y a plus de 5 mois quand même, parce que les gens ne voient que le fondamental et le secondaire, c'est le numérique qui expliquerait cela. Mais pour vous dire qu'effectivement, à tous les niveaux, l'enseignement dans le contexte malien, il est quand même paralysé. Donc, il y a plus de 10 années de cela, nous ne connaissons que des années tronquées, des années hypothéquées, à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous croisez le citoyen malien diplômé, il n'est pas consommable sur le marché de l'emploi. Il n'est même pas compétitif. Vous allez dans les autres systèmes ailleurs, vous allez vous rendre compte que les Maliens qui sont sortis dans nos différents systèmes, avec la maîtrise, avec la licence, peinent même à valider la deuxième année de l'enseignement supérieur. Donc c'est pour vous dire à combien notre système il est chaotique. Cet État s'expliquerait par le fait que l'élite politique, sincèrement, les regains d'intérêt qu'elle manifeste vis-à-vis du système me paraît tout à fait insignifiant, à la limite marginale. C'est un système éducatif paralysé, dit Dr Ali Tunkara. Cette année, va-t-on vers une année blanche? L'année blanche, même si on l'a validée, elle vaut quoi? Voulez-vous dire qu'il vaut mieux aller à une année blanche? Non, je ne dis rien du tout. Moi, je n'ai rien à dire. Mais le Mali est membre de l'UNESCO et le Mali doit respecter ce que l'UNESCO lui impose. Est-ce que ça se fait? Ce que monsieur le sociologue dit, moi je crois que ce n'est pas seulement valable pour les enseignants. Tout le monde se rappelle de la grève des médecins. On n'a jamais traduit l'État malien devant les tribunaux. Il y a eu combien de morts? C'était surtout des femmes et leurs bébés. Ça s'est passé dans ce pays. Personne n'a levé le petit doigt, à part une seule association. Trop c'est trop, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça s'est fait. Les magistrats, la magistrature, la justice, c'est combien de pourcents dans le budget? Peut-être 1%. 1%. Alors, quand on veut créer une république, c'est d'abord la justice sociale. Ce sont les deux. Eh bien, si la justice, c'est 1% du budget national, eh bien, ils ne sont pas les mieux lotis. Finalement, l'impression que le commun des Maliens a, c'est que depuis 1992, les gens, le mouvement démocratique, évidemment dans sa majorité, pas tout le monde, hein, il y en a qui sont clean, on les connaît, ils se sont arrangés pour se mettre à l'abri du besoin sur 2 ou 3 générations. Parce que quand vous voyez, ce sont tous les ministères, hein, même les ministères qui n'ont que 1% du budget, ils roulent carrosse. Tout le monde roule carrosse. Un ministre avec 5-10 véhicules.
Le Premier ministre, il en a combien? Est-ce qu'un Premier ministre a droit à une caisse noire? Il n'a jamais été élu. Et puis, il y a tellement d'institutions. On va calquer sur la France. Même la Constitution. C'est sur le code napoléonien. Le Premier ministre avait promis, sous la pression de l'UNTM, d'organiser quelque chose qui pourrait... Mais les sortants de l'ENA, si tu n'es pas inspecteur des finances, tu as 200 000. Hein? 200 000. Bac plus 7. Ou bac plus 6 minimum. Donc, vous savez, il faudrait qu'on pose le problème autrement. Ce n'est pas une question de corporation, c'est une question de justice sociale. Est-ce que nous avons tous droit aux ressources que notre pays génère? Auquel cas, on règle les services sociaux de base, on les privilégie. La justice, on la privilégie. Mais non, ça n'est pas comme ça. Et depuis 92, quel que soit le régime. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pourquoi nous, c'est la mort dans l'âme qu'on demande aux enseignants de procéder autrement. Les enseignants, ils peuvent, par exemple, faire une grève du début de l'année à la fin de l'année si ils n'ont pas, comment dire, si on n'obéit pas à tout ce qu'ils demandent, ils peuvent décréter 1 ou 2 jours par semaine pour faire grève, jusqu'à ce que ça se règle. Parce qu'on doit se dire quelque chose. Je parle sous le contrôle du sociologue, peut-être que... j'espère que sa sociologie n'est pas tropicalisée, mais j'espère bien. Ce n'est pas une injure. Hein. Mais moi, je m'interroge, parce que quand on fait grève aussi, on doit tenir compte de l'avis de l'opinion nationale. Est-ce que l'opinion nationale est d'accord tout le temps avec les enseignants, avec les médecins, avec les magistrats, avec tous ces grévistes-là, les grèves qui n'en finissent pas, qui en souffrent? C'est nous. Mais alors, puisque c'est nous qui souffrons... D'accord. Monsieur Koulibaly va répondre à cela. Oui. Avant de répondre à cette question, je reviens un peu sur quelques observations que M. Djigomadi a eu à faire par rapport à la négociation du 19. Nous avions félicité nos camarades par rapport à leur patience. Parce qu'en réalité, ces jours-là, il n'y a pas eu de négociation. Rien n'a bougé. Et Madame la ministre, il s'est réjoui de sa présence. Nous sommes réjouis de ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Madame a passé toute la journée, bien sûr, à tenir des propos vraiment qui énervent le corps enseignant. C'est vrai? Ça, nous n'allons pas dévoiler les secrets des négociations, mais des propos qui vont dans le sens de qualifier les revendications irrationnelles. De penser que les enseignants sont les plus nombreux et que l'État n'a pas de moyens. D'accord, il nous reste 8 minutes. Aujourd'hui, que faut-il pour mettre fin à cette grève pour vous, les enseignants? Nous, pour que la grève puisse prendre fin, il faut répondre aux problèmes posés. Par exemple, l'accès des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales aux services centraux de l'État. Mais l'État a tellement de propositions, nous avons tellement soumis de propositions aux agents techniques de l'administration. Par exemple, je prends un, ils peuvent créer une loi dérogatoire par rapport au texte de la décentralisation. La loi 0051 du 2 octobre 2017, la loi 0052 aussi du 2 octobre 2017 sont des lois qui peuvent être relues pour permettre, et bien sûr, à l'État de s'approprier de certaines prérogatives des collectivités et pour permettre en tout cas une gestion administrative plus saine des agents des collectivités. Nous n'avions pas demandé le ciel. Aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter 2 tiers de vos revendications? Mais ce qui est sûr, nous avions des points qui nous tiennent à cœur, notamment la carrière. La carrière de l'enseignant nous tient beaucoup à cœur. Le plan de carrière, la régularisation de la situation administrative des sortants de l'université nouvelle formule, la mobilité des enseignants fonctionnaires des collectivités vers les autres services pour plus de justice et d'équité. À diplôme égal, vous exercez la même fonction, vous n'avez pas les mêmes chances. C'est compliqué. Donc, si nous voulons parler d'équité et de droit, d'état de droit, il faudrait que ces inégalités soient corrigées. Sinon, sans quoi, les ajustements
désordonnés, et les économistes savent de quoi est-ce que je parle, ne peuvent jamais répondre aux problèmes réels. Il faudrait que l'ajustement soit ordonné, proposer des solutions à long terme qui puissent permettre ainsi à l'éducation de souffler et pour qu'on n'y ait plus de blocage. Aujourd'hui, je vous avoue que même pour nommer, le ministre a des problèmes. Parce que pour nommer, par exemple, les anciens des fonctionnaires les plus expérimentés, les plus méritants, le ministre de l'Éducation doit obligatoirement demander à son homologue de la décentralisation expressément pour un emploi et pour un temps bien déterminé. Nous avions soumis à l'administration une autre possibilité et de faire en sorte qu'il n'y ait plus, en tout cas, des limites. Les 3 ans renouvelables une fois qu'on puisse réviser ça. D'accord, et qu'on puisse donner Monsieur Sissoko, qu'est-ce que la commission de médiation envisage comme solution? Voilà, moi je crois que vraiment nous sommes en train d'enfoncer une porte déjà entrouverte. Ce n'est pas la peine vraiment qu'on est dans tous ces états-là pour pouvoir ne pas en venir à des solutions meilleures. Je sais que tout le monde aujourd'hui a souci de l'école. Eux-mêmes, ils ont souci de l'école, je le sais. Qu'ils fassent un petit effort, un petit geste d'effort pour qu'on puisse vraiment s'entendre. Et puis moi, je voudrais m'adresser au président même de la République. Jamais candidat n'a été aussi bien élu que lui. La première infrastructure, comment on appelle ça encore? Le premier mandat. Il a été très bien élu. Alors vraiment qu'il fasse vraiment retenir de sa propre personne pour qu'on puisse envisager encore un avenir meilleur dans tous les domaines. Et désormais, prendre des dispositions plus ou moins pleines d'injustice, là, ça ne sert à rien du tout. Ces anciens-là, ce qu'ils demandent, moi je sais que ce qu'ils demandent, ce n'est pas possible parce qu'ils demandent, ce qu'ils demandent, ça fait 55 milliards dans l'année. Ce n'est pas possible. Attendez, moi je crois... Il va juste terminer 30 secondes. Je crois que nous avons dit au départ, enfin nous avons convenu ensemble dans la salle, ce que vous nous avez demandé, on a fait le calcul, ça fait 55 milliards et quelques. Le ministre a dit que ça, ce n'était pas possible. Et puis quand vous dites que le ministre vous a manqué de respect dans la salle, ça, c'est pas vrai, j'étais pas là-bas, ça, c'est un procès d'intention. Et j'aimerais vraiment que vous n'étiez pas là-bas. Et c'est pas la peine de lui en tenir grief. Alors, ce que moi, je vous demande seulement, c'est de faire vraiment pression sur vous-même. Nous sommes des parents d'élèves. Nous sommes avec vous. On ne peut pas être ailleurs si ce n'est pas avec vous. Donc, maintenant, trouvez la solution. Aidez-nous à vous aider. D'accord, 30 secondes et je donne la parole aux autres. Si la grève prenait fin aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rattraper le temps perdu pour les élèves? C'est ce que nous avons toujours dit. Nos grèves là, c'est juste la manifestation des mécontentements par rapport à des problèmes qu'ils n'ont pas trouvés depuis lors. C'est ça, notre préoccupation. Oui, mais est-ce que si la grève prenait fin, qu'il n'y ait pas année blanche, vous pourrez rattraper le temps perdu pour les élèves? Pour nous, même si la grève prend fin à l'instant T, nous allons à nos occupations. La preuve est que cette semaine-là, c'est la semaine de la trêve. Nous ne sommes pas en grève. Cette semaine, nous sommes en train de travailler. Maintenant, le problème, le cadrage pour sauver l'année d'une année blanche ou une année facultative, ce n'est pas à nous, c'est l'administration qui doit... D'accord. Quelle solution Quelle solution? Quand vous prenez par exemple la fonction publique des collectivités, il faut se dire certaines vérités. Vous prenez une fonction publique qui n'a pas de direction de solde. Donc les traitements salariaux passent par plusieurs étapes. Et s'il est ancien dans le système, il sait très bien qu'ils en étaient arrivés à voir avec le ministre, si tout le monde n'est pas payé au 5 débrayage, il n'y a pas de préavis. Donc, qu'on crée une véritable fonction publique. Et à ce que je sache, les salaires, en tout cas sous Amadou Toumani, c'était ça. Je ne sais pas si on les a dégradés maintenant, rétrogradés, j'allais dire. Les salaires étaient alignés, à diplôme égal, c'était les mêmes salaires. Et en ce qui concerne les indemnités de logement, ça avait fait l'objet de plusieurs discussions et elles avaient été attribuées aux enseignants. Peut-être que le taux est faible. Je ne sais pas, on leur avait même proposé des logements sociaux. Ils ont dit, ah non, nous, c'est l'argent qu'on veut, etc. D'accord, une minute, c'est ce qui nous reste. Docteur Ali Tounkara, l'État malien, la société civile, l'Assemblée nationale, que doit-il faire? Donc, concrètement, tous les acteurs ont des rôles à jouer naturellement. Mais, prime abord, je pense que l'exemplarité doit venir de l'élite éducative. Il est important, lorsqu'on est en discussion, lorsqu'on est en dialogue, l'arme la plus redoutable, c'est d'accepter de s'exercer d'abord la violence. Mais je pense fondamentalement
fondamentalement, vous ne pouvez pas arriver à des solutions consensuelles si toutefois vous-même vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas clean entre vous-même déjà. Je pense fondamentalement ce qui bloque les négociations entre les différentes parties prenantes résiderait dans cette question de transparence. Si les avoirs légitimes de l'État sont connus de toutes les parties, je ne vois pas en quoi les gens ne pourraient pas s'entendre. Si vous voyez qu'on peine à s'entendre, naturellement, les comptes ne sont pas lisibles en fait. C'est ce qui met fin à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Soumana Coulibaly, membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Djougamadi Sissoko, membre de l'association des parents d'élèves et de la commission de médiation, Koumba Yaressi, enseignante à la retraite, et Dr Ali Tunkara, sociologue. À la régie vidéo, Salim Diouara, mise en onde assurée par Mamadi Keïta. Je suis Mouhamadou Touré. Vous nous suivez sur 70 radios, Énergie TV, Renouveau TV, en direct sur Facebook, et réagissez désormais à travers le numéro 00223 82 99 11 62 sur WhatsApp. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.